Bonjour à tous. Voici la session sur la dictologie. Et voilà, je pense qu'on peut considérer cette session comme caractérisée par un élément. Elle est, voilà, c'est exactement la continuation de la session du docteur Montoya. On passe des plans de la phase 1 d'une étude à la réalité. Et je parle là, je fais référence bien sûr au traitement par les agonistes de longue action. C'est vraiment une nouvelle réalité à laquelle nous avons affaire. Et puis d'autre part, je pense que c'est une très très belle contribution aussi à Madame Mary Jane Crick, et qui nous a quittés récemment. Et parce que justement, elle était très intéressée par les nouveautés. Et je l'ai entendu dire une fois que par rapport au traitement existant pour l'héroïne, eh bien, le seul endroit où ça marche, c'est les Pays-Bas parce qu'ils donnent aussi de la méthadone. Et voilà, je dirais que ici, nous avons beaucoup d'améliorations. Je pense qu'elle aurait des sentiments partagés par rapport à ces développements avec la buprenorphine et ces médicaments de longue action. Je pense aussi que sans doute, elle croyait fermement au progrès, à la meilleure solution. Alors voilà, avec elle en tête, je souhaite ouvrir la session qui est finalement un hommage et une contribution avec tout ce qui se passe aux États-Unis au niveau des développements de nouveaux traitements. Ici, nous allons parler de nouveaux traitements qui seront bientôt disponibles. Nous aurons des présentateurs de grande renommée qui auront 15 à 20 minutes pour s'exprimer. Puis après, on aura une discussion parce que je suis sûre qu'il y aura plein de détails à discuter. Alors voilà, nous allons commencer par la première présentation par le docteur Frank Gray, qui est responsable du développement des médecines internationales à Indivior, à Londres. Il va nous parler du Sublocade, la buprenorphine d'action prolongée, de la clinique à la vie réelle. Frank, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, Wim. Merci beaucoup pour cette invitation de prendre la parole lors de cette réunion et puis dans un cadre tellement beau. Je voudrais vous parler de nouvelles données, mais je vais quand même vous présenter des données de contexte que vous aurez déjà vues. Et puis, je vais vous présenter les données finales par rapport à mes conflits d'intérêts. Toutes les études étaient financées par Indivior, où je suis employé, par lequel je suis employé. Alors, simplement à titre d'introduction, pour vous parler de Sublocade, c'est une formulation sous-cutanée que l'on administre une fois par mois. Elle est présente dans plusieurs régions, mais pas encore approuvée en France. Sublocade est fourni aux patients avec la buprenorphine transmuqueuse et suivi par une dose d'ajustement pendant un minimum de 7 jours. Et on peut dire que voilà, il y a des doses, des régimes de doses qui maintiennent les concentrations de buprenorphine dans le plasma nécessaire, mais d'autres régimes de doses pour les patients qui ont besoin des concentrations plus élevées. Et maintenant, je voudrais vous parler des données à long terme, c'est-à-dire notre étude, la phase 3 du programme jusqu'à 18 mois, et puis l'étude Recover. Ici, une vision générale de notre programme de phase 3. Nous avons eu une première étude double randomisée aveugle avec ces dose de buprenorphine et une dose de maintien. Et voilà, les patients ont terminé. Puis après, au bout de 6 mois, les patients ont été rappelés et ils sont passés à la seconde étude. Et puis, les patients qui sont restés spécifiquement dans cette étude sont appelés les patients de novo. Une fois que tous les patients ont reçu 12 mois de traitement, on leur a proposé de prolonger pendant 6 mois de plus pour arriver à ces 18 mois. Alors, tout simplement, ici, les résultats de l'efficacité, comme vous le voyez sur la diapositive, nous avons
une analyse observée des patients qui ont maintenu le traitement et on voit un taux d'abstinence qui est en augmentation jusqu'aux 18 mois et nous voyons donc ces résultats. Aussi, je voudrais partager avec vous les données de sécurité. Les patients retenus, la proportion de ces patients retenus, c'est la proportion aussi des patients qui ont expérimenté des événements adverses. On voit que les patients qui ont commencé par expérimenter les événements adverses ont vu ces événements se réduire. On a vu une augmentation de l'abstinence et une réduction de ces effets latéraux. Maintenant, passons à l'étude RECOVER, que j'apprécie énormément. C'était pour nous la façon de voir ce qui se passait chez le patient qui terminait notre programme clinique, c'est-à-dire c'est le fait de passer d'un environnement contrôlé vers le monde réel. Alors ici, la cohorte des patients, il s'agit de 844 patients qui ont terminé la phase 3 du programme. Nous avons pris ces patients, nous les avons intégrés dans le programme RECOVER et on les a suivis pendant 3 ans. Et récemment, on a fait une extension grâce à l'Université de Virginia pour prolonger donc cette période au-delà des 4 ans. Maintenant, pour vous orienter un petit peu, les patients pouvaient entrer ce programme RECOVER après avoir terminé les 12 mois du programme. C'est les données que je vous montrerai sur la diapo. C'est les 18 mois jusqu'au dernier traitement de subblocade. Et l'analyse s'intéresse par l'utilisation de substances, le style de vie, les initiatives de santé et certaines mesures sociales aussi. Alors, il y a quelques ans, on a présenté les données pour les 12 mois. Maintenant, nous avons les données de 24 mois. Tout d'abord, je dois dire que pour toute la cohorte, 18 mois après la finalisation de l'étude, 46% des patients s'étaient autodéclarés comme abstinents. Et on voit sur la ligne, on voit l'évaluation de leur autodéclaration d'abstinence. On voit également les phases préalables d'usage de substances. Alors voilà, on voit que 69% étaient libres d'opioïdes par rapport à l'analyse. Aussi à droite, nous voyons ce qui se passe avec les patients qui ont reçu des traitements de plus longue durée. Et on voit en gros que plus la durée du traitement est longue, plus les patients déclarent avoir maintenu leur abstinence. C'est-à-dire que les patients qui ont été traités jusqu'à 18 mois, eh bien, 62% d'eux disent continuer à être abstinents. Pour ceux qui ont reçu un traitement jusqu'à 12 mois, eh bien, c'est 52% seulement. Et ainsi de suite. Ce qui montre une donnée très, très intéressante par rapport à la durée du traitement et ce que cela génère comme déclaration d'abstinence. Maintenant, pour revenir à l'étude RECOVER, 2 ans plus tard, après la dernière évaluation de RECOVER, nous avons eu 216 patients qui nous ont fourni ces résultats. Et on voit pendant cette période, depuis la dernière évaluation de RECOVER, on avait 55% des patients qui avaient continué cette période. On voit l'utilisation de substances multiples, on voit l'utilisation de méthadone, de fentanyl. Il y aurait d'autres patients qui encore s'administraient d'autres opioïdes ou alors de la buprenorphine. Et c'est intéressant par rapport à cette cohorte de voir, ce serait intéressant de voir l'impact de la COVID-19 après cette évaluation. Et si le Covid a rendu la récupération plus difficile parce que 26% ont dit que le Covid-19 avait rendu la récupération
un peu ou bien plus dur. Aussi, on voit les patients avec des scores BDI2 supérieurs à 10 qui ont eu des usages de substances récents. Ils ont dit qu'ils avaient plus de difficultés à se récupérer à cause de l'impact de la COVID. Nous aurons bientôt d'autres données à analyser, en fait, et nous aurons plus de publications par rapport à tous ces aspects. Et voilà, avec la conclusion, c'est qu'avec un traitement de plus longue durée, on a de meilleurs résultats par rapport à l'abstinence et puis de moindres résultats ou effets adverses. Et voilà, vu plus le patient s'engage au traitement, meilleurs sont les résultats. Maintenant, je vais passer de ces idées aux idées sur les populations de haut risque. L'une de ces populations, c'est les usagers de fentanyl. Alors, vous saurez sans doute qu'il y a beaucoup de fentanyl qui apparaît dans la chaîne de distribution, spécialement aux États-Unis. Il y a beaucoup de patients aussi qui ont des overdoses de fentanyl. Nous avons publié des données et du travail où nous avons titré les perfusions de buprenorphine pour atteindre des concentrations sur plasma de 2 nanogrammes et éviter la détresse respiratoire causée par le fentanyl. Et on voit donc cette interaction avec le récepteur opioïde mu. Et on voit également donc que si on utilise le fentanyl en plus de tout cela, eh bien la détresse respiratoire est altérée. Nous avons publié également ou tiré des données intéressantes d'une autre étude qui s'intéressait à l'initiation de Sublocade à la dose de 4 mg par rapport à ces sujets qui utilisent le fentanyl et qui ont des troubles par l'usage d'opioïdes. Alors, l'intéressant parmi cette population, c'est que des 26 patients recrutés, 8 patients ont testé positifs au fentanyl lors du test d'urine et 5 patients de ces 26 ont déclaré l'usage de fentanyl. C'est-à-dire que dans certains cas, ils n'étaient pas conscients de cela. Alors, je vous montre des analyses de cette population pour voir les résultats que l'on peut attendre. On voit que c'est une population typique. Et de façon plus spécifique, maintenant, si on observe l'efficacité, on voit sur le tableau à gauche, après la première injection, après un mois de traitement, nous voyons les niveaux généraux d'opioïdes, de fentanyl, mais après la deuxième injection, on voit une réduction de cet usage de fentanyl, ce qui est intéressant et ce qui correspond aux données que nous avions déjà vues. On voit aussi que les plus grands événements adverses sont déclarés après la première injection, mais après ils se réduisent. Et maintenant, on passe aux patients usagers d'opioïdes injectables. Ici, c'est une sous-analyse de notre étude double, aveugle, randomisée avec l'utilisation de buprenorphine avec 2 doses de Sublocade ou placebo. Nous avons vu parmi cette population que excusez-moi, voilà. Nous avons vu donc cette sous-population d'injecteurs d'opioïdes. Nous avons vu ces indications des 300 mg qui est la meilleure dose pour assurer la rétention et pour obtenir les résultats que nous avions vus auparavant. C'est-à-dire ces patients avaient des niveaux plus élevés, recevaient des niveaux plus élevés de buprenorphine. Et ceci nous fait passer à une étude sur le monde réel. Nous avons fait une étude sur le monde réel, voilà, au Canada. Et voici 140 patients qui ont été traités
Et c'était vraiment une étude observationnelle rétrospective ouverte. On avait également vu des patients qui avaient eu des overdoses. Et là, on peut voir que non seulement nous avons une indication par rapport à la buprenorphine, mais on voit que pour les patients ayant des overdoses, eh bien, ils se portaient mieux après la buprenorphine. Alors, pour résumer, nous sommes intéressés aux usagers de fentanyl qui ont été traités avec succès d'après les études de cas. Et maintenant, les données sur le monde réel. Alors voilà, moi je vous ai montré ce que nous voyons en clinique. Je vous montrerai maintenant ce que l'on voit dans le monde réel. La première étude a été menée en Australie avec 100 participants et je veux partager l'analyse avec vous. Donc 100 participants de 7 sites en Australie avec donc cette communauté qui a reçu la buprenorphine de libération prolongée sous-linguale. Les données intéressantes, c'est que nous avons vu une plus grande rétention. Ça correspond à ce que nous avions vu sur les études cliniques également, c'est-à-dire qu'on ne se surprend pas de ces résultats. On voit 86% de rétention à 6 mois et 75% à 12 mois. Et c'est intéressant de voir ce plot. On voit les probabilités par mois de traitement. On voit comment l'usage se réduit, c'est-à-dire pour toutes ces substances que vous voyez listées, on voit une réduction de l'usage, à l'exception de la cocaïne, mois après mois, surtout par rapport aux besoins d'utiliser des opioïdes, à l'héroïne, les autres opioïdes. C'est-à-dire que, voilà, ces patients ont plus de probabilité de s'en tirer grâce à ce traitement. Et puis, par la suite, je partage avec vous l'expérience canadienne. Ça correspond un petit peu à ce que l'on a vu auparavant. Encore une fois, il s'agit d'une étude ouverte, multicohorte, rétrospective. Nous avons inclus les patients après 6 mois et les patients qui ont reçu un premier agoniste, c'est-à-dire la buprenorphine d'action prolongée sublinguale et la méthadone. On voit que les patients sous méthadone avaient une histoire d'usage d'opioïdes plus longue. Et à cause de cela, bien sûr, nous avons des niveaux plus élevés d'usage. Et les patients qui ont reçu la buprenorphine d'action prolongée, eh bien, ils ont réussi à réduire l'usage d'autres opioïdes. Les patients qui ont reçu plus de 5 mois de traitement, eh bien, la rétention était la même que pour les patients qui avaient 6 mois de traitement. Nous voyons les mêmes résultats pour la méthadone et la buprenorphine de longue libération. Et il n'y a pas de dose fatale parmi ce groupe de buprenorphine ou de méthadone. Nous voyons les données de rétention sur la diapositive, mais on voit de façon intéressante aussi que les overdoses se réduisent, c'est-à-dire que pour la cohorte de méthadone, on ne sera pas surpris de voir que nous avons ces résultats après le traitement initial. Et il y a le groupe de la buprenorphine sous-linguale qui a moins d'overdose. Donc voilà, pour conclure sur l'étude et l'évidence sur le monde réel, je dois dire que les données à 12 mois de l'expérience australienne vont se prolonger. On pourra voir les données sur 24 mois. Et voilà, si on m'invite encore une fois, j'espère pouvoir les partager avec vous la prochaine fois qu'on se verra. Et puis par rapport à l'expérience canadienne, nous voyons le bénéfice en voyant voilà, les déséquilibres de base. Et je voudrais confirmer ici que l'étude continue pour évaluer la cohorte et pour vraiment avoir une cohorte un petit peu plus équilibrée pour suivre les résultats. Et puis sur ce, oui, je pense que j'ai fini. Je vous remercie.
Merci, merci, docteur Gray. Et maintenant, nous passerons à l'intervention d'après. Merci beaucoup. Je m'appelle Frédéric Thiberg et je suis sponsorisée par Buvidal, donc on peut imaginer qu'il y a effectivement des conflits d'intérêts. Mais j'espère que les travaux que nous allons présenter, qui sont le résultat de 15 ans de recherche, aussi le résultat d'un grand nombre de recherches menées par nous-mêmes et par d'autres groupes. Donc il s'agit de vous présenter les résultats du traitement de l'addiction aux opiacés par Buvidal. Nous avons des accords avec des chercheurs en Australie également. Et ma présentation va essentiellement porter sur le ressenti par les patients. Tout d'abord, avant de commencer, je trouve que c'est bien d'être de retour en France, d'en avoir un petit peu fini avec la crise de la Covid et c'est bien entendu super d'être à Biarritz. Puis-je avoir mes diapositives, s'il vous plaît? Très bien, merci. Alors, tout d'abord, une introduction. Vous avez ici une synthèse de ce qui a été présenté précédemment, à savoir les résultats de l'injection sous-cutanée de la buprenorphine que l'on appelle le Buvidal ou le CAM 2038. Donc, il s'agit d'une solution prête à l'emploi dans une seringue pré-remplie entre 0,16 et 0,64 millilitres. Donc, c'est injecté en sous-cutané. C'est un médicament qui peut être injecté dans différents sites, que ce soit dans le fessier, l'abdomen, en haut du bras ou dans la cuisse. C'est une composition lipidique, donc on a des lipides en tant que, si vous voulez, constituants. Et l'idée donc avec cette injection sous-cutanée, c'est d'entrer en contact immédiatement avec un médium qui va permettre de le transformer en liquide. Donc en fait, justement, on passe d'un système qui est liquide, puis ça se transforme en cristaux et ça se diffuse dans l'organisme. Et la notion d'un produit dépôt, c'est qu'il y a une dégradation lente au fil du temps, une libération lente au fil du temps. Nous avons étudié la manière dont la buprenorphine est utilisée dans le contexte clinique actuel et nous avons finalement mis dans ce produit le résultat d'un certain nombre d'années d'expérience. Nous avons étudié deux types de schémas d'administration, une administration hebdomadaire et une administration mensuelle. Et vous voyez ici les profils de pharmacocinétique suivant qu'on a donc un schéma d'administration hebdomadaire ou mensuel. Les niveaux absolus de concentration varient. Donc, vous voyez ici en fait les différentes posologies qui étaient administrées dans les différents bras. Donc, c'est le produit dont je vais vous parler ce matin. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît, à dompter la télécommande? Ah, c'est bon, merci. Il y a un grand nombre d'études qui viennent corroborer ce produit avant bien sûr qu'on ait déposé la demande de mise sur le marché, que ce soit en Australie ou en Grande-Bretagne. Je serai bien sûr à votre disposition pour vous fournir un exemplaire de cette étude. Et nous avons pu montrer la suppression efficace des effets du sevrage dans différents types de populations. Nous avons mené des études sur le blocage de l'effet des opioïdes avec un blocage complet dès l'administration de la première dose hebdomadaire à 24 mg. Vous avez ici cette publication dans un journal de psychiatrie. Et puis, nous avons aussi étudié les différents profils pharmacocinétiques. Nous avons fait aussi des comparaisons entre de la buprenorphine sous-linguale et notre produit dans différentes populations, des patients qui étaient naïfs de traitement, des patients qui étaient traités pendant 6 mois, et on a pu démontrer une non-infériorité et une supériorité sur un certain nombre de critères secondaires.
Dans toutes les études, nous avons eu des bons taux de rétention et les profils d'innocuité de sécurité étaient comparables donc pour notre produit et pour la biprénophine sous-linguale. Les seules exceptions qu'il y avait, c'était des légers inconforts au niveau du site d'injection. Je vais maintenant vous montrer une autre étude, l'étude début que nous avons menée avec d'autres chercheurs. Donc début, c'est l'acronyme de Depot Evaluation Buprenorphine Utilization Trial. Vous avez ici un extrait de la publication. Nous avions Nicolas Linseris, Adrian Dunlop, Paul Haber, Dan Lubben, Robert Graham, Sarah Hutchinson, pour ne citer que quelques-uns des contributeurs à cette publication et à cette recherche. Et nous avions aussi, bien sûr, un soutien par l'entreprise qui a sponsorisé cette étude. La conception de l'étude, il s'agissait d'un essai randomisé contrôlé multisite qui a été administré chez des patients ayant une dépendance aux opiacés en Australie. La plupart des patients utilisaient auparavant un traitement sous-cutané par biprénorphine. Le critère primaire, c'était le score de satisfaction générale du patient, donc un questionnaire validé sur la qualité de vie. Et on avait aussi le critère de satisfaction du traitement. Le critère secondaire, c'était l'efficacité du traitement. Donc, encore une fois, rapporté par le patient. Il y avait des questions aussi sur la facilité à utiliser le traitement et sur les effets secondaires. On avait aussi les résultats rapportés par les patients sur la charge du traitement, la qualité de vie, etc. Donc, vous avez les différents critères ici, qu'ils soient primaires ou secondaires. Nous avons encore donc des patients, les patients ont été randomisés en deux groupes suivant qu'ils étaient déjà traités ou naïfs de traitement. Et puis, à un moment donné pendant l'étude, il y a eu un switch des patients d'un groupe à l'autre. Donc, au départ, une randomisation dans le groupe sous-lingual avec une dose flexible jusqu'à 54 mg, c'est-à-dire un petit peu plus que le dosage standard ici en Europe. Donc, ce sont des doses qui sont approuvées. En Australie, il y a des posologies qui sont un peu plus importantes. Il y a une tradition australienne en la matière. Et puis ensuite, donc, il y a une administration donc hebdomadaire ou mensuelle, suivant quel était le schéma posologique qui avait été retenu pour le groupe. Donc, je me dépêche de vous montrer la suite. Donc, notre population, 120 adultes, 70 hommes, 49 femmes. 6 sites de traitement en ambulatoire. L'intervention donc est la suivante, une randomisation, 120 ont été randomisés aux produits actifs et 119 ont reçu la norme de soins. Si on regarde les données démographiques, elles sont résumées ici. L'âge moyen, environ 45 ans, donc un âge relativement élevé. Et vous avez ici la répartition, encore une fois, entre hommes et femmes. Là encore, la répartition est assez similaire. Il y avait un petit peu plus d'hépatite dans le groupe buprénorphine, probablement parce que dans la randomisation, il y avait certainement davantage d'usagers d'héroïne dans le groupe buprénorphine que dans le groupe sous-lingual, mais c'est vraiment un événement fortuit. Vous avez donc les différents contextes et antécédents médicaux. Alors, attendez, il me manque une diapo, dit l'orateur. Voilà. Donc, vous avez ici, encore une fois, le reste des caractéristiques de notre cohorte avec donc les antécédents de dépendance aux opiacés, le nombre d'années avant la randomisation. Vous voyez qu'il y a l'usage concomitant de plusieurs substances, cocaïne, cannabis, etc.
Ici, si on regarde le critère primaire, à savoir donc le résultat à ce questionnaire TSQM, vous voyez qu'il y a un résultat nettement plus favorable pour le groupe buprenorphine dépôt, donc pour le Buneval. Donc, on voit que l'intervalle de confiance était bien inscrit dans la fourchette que l'on avait définie au préalable. Ici, vous avez une autre présentation des résultats. Donc, encore une fois, donc, le critère primaire, à savoir la satisfaction vis-à-vis du traitement par les patients. Vous voyez que la valeur de référence à la première semaine est très similaire, ce qui est normal puisque semaine 0, c'est le début du traitement. Et à la semaine 24, on a une différence significative en faveur du traitement que nous étudions. C'est la colonne verte qui montre donc qu'il y a un taux de satisfaction globale bien supérieur pour ce produit. Pour ce qui est de la praticité d'usage, on voit qu'il y a une différence dès la semaine 12. Pour ce qui est du score d'efficacité, encore une fois, c'est l'efficacité perçue par le patient. On voit que c'est à partir de la semaine 12, mais ça se majore dès la semaine 24 et ça continue même au-delà. Pardon, on me demande de parler plus près du micro. Merci beaucoup. Donc, les scores d'efficacité et puis ensuite les effets secondaires. Encore une fois, ce sont les effets secondaires perçus par le patient. Et on voit qu'il n'y a pas de différence en termes d'effets secondaires, que ce soit donc dans le traitement, dans la norme de soins ou dans le traitement à l'étude. Donc, il s'agissait donc ici donc du critère primaire, stratifié en différents sous-critères. Et puis ensuite, il y avait un autre outil pour les résultats, pour les critères secondaires. Les autres critères secondaires sont ici. Donc, l'impression globale par le patient de son amélioration, le fardeau du traitement, c'est-à-dire le fardeau tel que perçu par le patient et la qualité de vie sous traitement. Et vous pouvez voir que pour tous ces critères, la formule Buneval est évaluée de manière positive par les patients. Pour ce que ce soit donc l'amélioration, la qualité de vie. Un seul de ces critères était statistiquement significatif, mais néanmoins, il y a des différences marquées entre les deux groupes. Pour ce qui est dans la rétention dans l'étude, on a une bonne rétention dans les deux groupes, pas de différence, mais je pense qu'il est bon de noter que les patients qui passent les 24 semaines de traitement, on leur a proposé de croiser les groupes, c'est-à-dire, non, plus précisément, le groupe qui bénéficiait du traitement sous-lingual, on leur a proposé au bout de 24 semaines de bénéficier du Buneval. Donc, il y a ici un facteur confusionnel. Mais globalement, on a quand même une bonne rétention dans l'étude. Ici, nous avons les doses individuelles dans l'étude, donc que ce soit pour les patients qui ont bénéficié d'un schéma posologique hebdomadaire ou mensuel. Et vous pouvez voir que les patients ont utilisé des doses très différentes, pardon, 8 mg par semaine, ce qui est une petite dose quand on compare avec la dose de soins qui est de 16 mg quand on prend la buprenorphine par voie orale. Mais apparemment, ces 8 mg, c'était une dose qui était suffisante pour ces patients. Et il n'y a pas eu besoin d'augmenter la dose. Pour ce qui est du schéma d'administration mensuel, on voit aussi des différences, bien sûr, entre 64 mg pour 9 patients et 160 mg. Les sites australiens, globalement, ont administré des doses supérieures par rapport aux autres régions du monde, mais je pense qu'ici, vous avez une bonne représentation. Autre chose, il semble que les patients qui ont reçu des doses ont reçu une dose supplémentaire. Certains patients pouvaient avoir une dose supplémentaire de 8 mg, donc c'était 20 patients sur 60. Mais donc parmi ces 20, il y en a 15 qui n'ont reçu qu'une seule dose supplémentaire. Et on a eu un patient qui a eu 4 doses. Donc, c'était des doses en fait qui étaient librement disponibles aux patients qui en faisaient la demande, qui avaient le sentiment d'avoir besoin de doses supplémentaires. Et au final, 15 en ont demandé une seule. Vous avez ici le profil de tolérabilité, de sécurité, des choses qui sont tout à fait cohérentes avec ce qu'on connaît par rapport à la buprenorphine sous-linguale.
Évidemment, par rapport au Buvidal, il y avait quelques effets indésirables au site d'injection qui est allé d'un inconfort léger à modéré. Donc, en conclusion, ce que nous avons vu dans cette étude, ce sont les résultats rapportés par le patient. Donc, le critère primaire, on le rappelle, c'était la réponse à ce questionnaire TSQM, c'est-à-dire qui mesure la satisfaction du patient vis-à-vis du traitement qu'il reçoit. Globalement, il y avait une supériorité pour le Buvidal. On a aussi montré une satisfaction supérieure pour les sous-critères d'efficacité et d'amélioration. On a aussi pu montrer l'amélioration globale par le patient de son état, réduction du fardeau de traitement, amélioration de la qualité de vie. Donc ces trois sous-critères étaient supérieurs pour Buvidal. On a aussi pu montrer une amélioration des comportements liés aux usages d'opioïdes. Pour ce qui est des résultats traditionnels en termes de comportement, pas de différence entre les deux groupes. Quand on regarde par exemple l'usage illégal d'opiacés, il n'y a pas eu d'impact particulier dans cette population. Mais une fois de plus, le critère ici était surtout de mesurer le ressenti, l'expérience des patients. Alors, ce sont des enseignements intéressants et voir comment ces enseignements peuvent être utilisés pour moduler notre pratique à l'avenir. Sur ce, j'arrive à la fin de ma présentation et avant de conclure, je souhaite remercier les différents patients qui ont participé à cette étude dans les différents services. Vous avez ici le nom à la fois des patients mais aussi du personnel. Je remercie aussi les différents auteurs, les différents chercheurs et praticiens qui faisaient partie de ce groupe et le réseau ANSW qui a également largement contribué à cette étude. Sur ce, c'est formidable d'être retour à Biarritz. Moi, je viens de Malmö, donc j'ai pris une photo pour vous montrer que c'est aussi un très bel endroit. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Tiberg. Merci Frédéric. Nous aurons des questions à la fin de la session. Maintenant, je demande à Adrien Dunlop de nous rejoindre depuis l'Autriche. Il est très tard là-bas. Voyons si ça fonctionne. Adrien? Je suis ici. Bonjour. Bonjour, Adrien. Merci de nous avoir rejoints à Biarritz. Et c'est un temps magnifique ici. Et nous avons un congrès formidable. On est très heureux que vous nous rejoigniez depuis l'Australie. Tu as environ 15 à 20 minutes pour votre présentation et ensuite nous aurons un débat à la fin de la session. Donc, allez-y, vous pouvez présenter votre présentation, ça va être très intéressant. Là, vous pouvez voir la présentation. Oui. C'est à vous. Après la présentation de Frédéric, je vais vous parler d'une étude de la buprenorphine dépôt, Buvidal CAM 2038, dans une étude réalisée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Pour commencer, je voudrais remercier mes co-chercheurs, Gillian Roberts, Niklas Linseris et Julia Roberts. L'étude a été financée par les autorités médicales d'Australie. La buprenorphine est très importante en prison et après la libération de prison parce qu'elle a un effet protecteur sur la réduction des overdoses
des personnes libérées de prison. Malheureusement, en Australie, il y a un traitement insuffisant en prison. Le nombre de personnes incarcérées a augmenté d'un tiers en Nouvelle-Galles du Sud, mais le traitement n'a pas suivi cette augmentation des personnes incarcérées. Donc, il y a un manque il y a une insuffisance de traitement. Donc, nous avons étudié la sécurité de la buprenorphine en prison. Peut-être ça ne veut pas dire grand-chose en France, mais en Australie, il y a une aversion contre la Suboxone en prison. La Suboxone est administrée en prison, mais il y a un marché noir de Suboxone illicite en Australie. En fait, c'est la drogue la plus importante utilisée en prison, plus que la cocaïne ou les amphétamines. Donc, nous nous sommes intéressés à ce qui se passait si on utilisait la buprenorphine dépôt en prison. Pour être inclus dans l'étude, il fallait avoir une addiction aux opioïdes, pour être exclu, il fallait avoir des problèmes médicaux ou mentaux. C'était une étude contrôlée, un groupe témoin de patients déjà stabilisés sur la méthadone. Les patients sous buprenorphine avaient avaient une addiction aux opioïdes, mais ils ne recevaient pas actuellement de buprenorphine par forme sublinguale. Dans cette prison en Nouvelle-Galles du Sud, il y avait un mélange de prisonniers femmes ou hommes. Le traitement sous méthadone, c'était une méthadone à forte dose, normalement plus de 80 mg. Pour le groupe buprenorphine, ils recevaient une seule dose de Suboxone de buprenorphine sublinguale pendant 4 semaines de Buvidal et 3 mois de buprenorphine dépôt, 3 fois par mois. Et on pouvait ajuster ces doses. Dans le groupe buprenorphine dépôt, 69 personnes ont commencé le traitement et 67 ont terminé le traitement. Dans le groupe méthadone, nous avons étudié 79 personnes, 64 ont participé à l'étude et 60 ont terminé le traitement. Vous pouvez voir l'âge, les âges ici. C'est l'âge moyen des personnes en prison en Australie, surtout des hommes, des aborigènes, n'ont pas terminé, n'ont pas été très loin à l'école. Les personnes ont déjà eu un traitement quand ils ont commencé l'étude. Dans les consultations, il y avait des effets indésirables. Il y en a eu 2 importants avec la buprenorphine dépôt, mais qui n'est pas lié au médicament étudié. Il y a eu des effets indésirables, mais qui étaient légers. Une douleur sur le lieu d'injection, constipation, maux de tête, mais c'était surtout des effets très légers.
Nous avons étudié la diversion des médicaments et il n'y a pas eu, mais ça n'a pas été détourné. Il n'y a pas eu de détournement. Il n'y a pas eu d'indication ou de détournement. Les coûts pour le système des prisons de la morphine dépôt et de la méthadone et un troisième groupe, le groupe sous traitement sublingual. Vous voyez le coût en dollars australiens, environ $140 pour un mois de traitement de dépôt-buprenorphine, 360 pour la méthadone et 1500 pour la buprenorphine en sublingual. Et la différence principale est due à deux raisons. La buprenorphine dépôt est administrée moins fréquemment et il y a besoin de moins de personnel par rapport à la méthadone et ses coûts de personnel sont bien plus importants pour le sublingual. Le maintien en traitement était de plus de 95%. Les patients dans le groupe dépôt ont presque tous signalé qu'ils utilisaient de la buprenorphine illicite. À la ligne de base de référence, on est passé de 28 à 7. On a également vu les mêmes mesures que Frédéric. Le questionnaire de satisfaction, c'était la même chose que pour la méthadone. Pour les différents critères étudiés, la note globale, l'efficacité, les effets secondaires et le confort. Mais il y avait un meilleur confort. Le personnel médical ont une idée très positive et ça, c'est dans le contexte de patients qui n'étaient pas traités auparavant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnel des prisons était enthousiaste avec ce traitement. Et disait que ça avait beaucoup d'avantages par rapport aux autres traitements. Et c'est rare de voir le personnel si enthousiaste. Donc, en conclusion, il n'y a pas eu de problème de détournement de la buprenorphine dépôt. Bien qu'on ait vu des effets indésirables, ils étaient légers. Le maintien est bon. L'utilisation des drogues des patients a diminué. Et le coût de la buprenorphine dépôt est inférieur à la méthadone, est très inférieur aux médicaments sublingual. Cette étude a été publiée en mois de mai dans le journal des addictions. Il y a une autre étude très intéressante qui a été publiée sur les blocages et sur les populations en prison. Le maintien est bien plus important avec le dépôt qu'avec le sublingual. Bien sûr, à la fin de cette étude, le COVID a eu un impact en Australie et il y a eu de gros problèmes. Les patients ne recevaient plus le traitement. Il y a eu un gros souci du fait du manque de traitement dans les prisons. Heureusement, les services de santé ont augmenté les financements pour le traitement de buprenorphine. Vous voyez le nombre de personnes traitées dans les prisons en Nouvelle-Galles du Sud. La ligne en jaune, c'est le Suboxone a disparu. La méthadone en bleu a diminué de près de moitié. Et en gris, c'est la buprenorphine dépôt
qui a commencé très bas et maintenant on est à près de 1000. Donc le traitement a vraiment augmenté avec la buprenorphine dépôt. Le groupe s'intéresse maintenant à voir ce qui se passe avec les patients après leur sortie de prison. Thank you very much, Adrian. Merci beaucoup, Adrian. Ce serait tellement bien que vous puissiez rester avec nous pour la discussion plus tard. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la présentation finale aujourd'hui. Et j'espère que cela marchera. Encore une fois, je vais faire appel à John Malekar de Cardiff. Vous m'entendez? John, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je ne vous vois pas encore, mais je pense que les techniciens travaillent là-dessus. Oui, j'ai partagé mon écran, alors j'espère que tout le monde peut le voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Attendez, ça n'apparaît pas encore. Là, je vous vois. Vous? Oui, vous me voyez. Mais attendez, parce que je ne vois pas votre écran. Je vous vois vous, mais pas votre écran. Que préférez-vous? Maintenant, je préfère... Donc voilà, je vous vois vous ainsi que l'écran. C'est bien. C'est parfait. Vous avez une quinzaine de minutes, soit 20 minutes pour votre présentation. Très bien. J'ai eu beaucoup de chance. On dirait que j'interviens depuis l'avenir parce que, en fait, vous avez toutes les diapositives qui vont passer suite à des études cliniques et je suis la personne qui va vous dire que, après avoir vu 1200 patients traités avec la buprenorphine dépôt, eh bien, voici l'expérience. Normalement, ceci se produit 2 à 3 ans après la publication de ces études et nous avons eu beaucoup de chance parce qu'avec la pandémie, nous avons reçu le financement afin de pouvoir faire cela, afin de pouvoir recevoir Buvidal, qui est la buprenorphine de longue action, qui est disponible pour quasiment tout le monde. Moi, j'aurais bien aimé être avec vous aujourd'hui et j'ai quasiment réussi, mais c'est vrai qu'il y a eu des tests positifs à la COVID parce que voilà, il y a beaucoup qui se passe à Bristol. Je me trouve à Bristol, alors j'ai pas pu voyager de ce fait. J'espère que la prochaine fois ce sera possible. Je vais vous présenter un travail qui est le résultat d'un travail d'équipe dans mon cabinet de consulting. J'essaie d'impliquer tout le monde. Et voilà, après 25 ans de prescription de méthadone et de buprenorphine, j'ai enfin quelque chose qui mène les patients vers la récupération. Et je vais vous montrer des exemples, mais tous les patients disent que leur usage d'opioïdes quotidien est évité et on réduit cette désespération qui existe autour de cela. C'est-à-dire qu'avec cette buprenorphine de longue action, c'est un petit peu comme avoir une bouée de sauvetage qui leur permet de faire face à leur vie. Et c'est vrai que normalement, nous, dans les services, eh bien, on est habitué à mal faire les choses. C'est-à-dire, voilà, on émet un diagnostic et puis après, on fait ce qui est possible avec un traitement. Et le traitement, il échoue et les patients peuvent terminer en prison, par exemple. Avec ce traitement, les choses se passent beaucoup mieux et je vais vous donner quelques données pour le prouver. Alors, tout d'abord, pour commencer, voici Amy. C'est une patiente typique que nous voyons typiquement dans nos cliniques. Elle
Elle dépense 100 livres par semaine en héroïne, en crack, et puis elle s'injecte dans le cou, dans les chevilles, parce qu'elle n'a plus de site pour s'injecter. Elle souffre d'infections dans les chevilles à cause de de toutes ces injections. Elle a été en prison, elle a été sans abri. Elle s'est prostituée à 3 heures de la matinée afin de s'assurer qu'elle pourrait avoir de l'argent pour aller au port de Bristol où dans les quais on vend de l'héroïne. Et puis voilà, une fois, elle s'est réveillée un matin désespérée parce qu'elle ne voulait pas vivre le sevrage. Sa maman, en fait, elle a dit qu'elle a pris la photo de Amy, vue par les services qui s'occupent des sans-abri, et elle a pris, et elle lui a dit qu'elle aimait et qu'elle devait quitter ce cercle. Et voilà le changement. Voici Amy aujourd'hui. Au bout d'une semaine, elle a repris contact avec sa famille. Sa maman s'occupait d'elle. Elle a commencé avec la buprenorphine dépôt. Elle a cessé d'utiliser l'héroïne et le crack au cours de la même semaine. Elle récupère une vie normale. Elle a trouvé un fiancé d'ailleurs. Elle a un emploi et elle a rencontré son fiancé dans son travail. Et maintenant, elle est enceinte. Elle est déjà à son 3e trimestre. Au début, elle avait été dérivée vers les services sociaux, mais les services sociaux, après 20 semaines, eh bien, ils ont dit qu'il n'y avait plus rien de quoi s'occuper. Elle va bien, elle est stable. Elle reçoit une goutte maintenant, et non plus deux. Et puis, elle paye ses impôts, elle n'est plus en prison, et puis elle est saine. Alors voilà. Au début, il y avait beaucoup d'étiquettes de pathologie ou de diagnostic duel qui l'accompagnaient et il n'y a eu plus rien pendant 18 mois. Elle s'est désintoxiquée. La désintoxication était beaucoup plus facile. Maintenant, nous avons un groupe de patients, en fait, assez considérable qui en fait, ont été enceintes et ont eu leurs enfants. Après le travail de Gabriel Fischer sur la buprenorphine, eh bien, tout se passe très, très bien. Alors, voici l'avant et l'après. Alors, là, oui, je révise ce que je vous ai tout dit. Oui, voilà, ce n'est plus la même personne que nous avons devant nous. Et c'est pour cela que les patients et les services sociaux sont tellement enthousiastes par rapport à ce traitement qu'on commence à utiliser dans le pays de Galles. Et nous avons déjà 15 groupes de patients dans le pays de Galles. Alors, pourquoi y a-t-il tant d'enthousiasme? Eh bien, voici les données que je vais tenter de classer pour vous. Nous avons mesuré l'inventaire global clinique. C'est un marqueur qui montre à quel point on s'en sort bien ou mal. Et après la première dose de Buvidal, et voilà, on voit que Amy, elle aurait une ponctuation de 6, mais la plupart, ils disent 5. Mais au bout d'une semaine, eh bien, ça se passe beaucoup mieux. Alors, comment quantifier ce qui se passait une semaine auparavant, c'est-à-dire une personne sans abri, une personne complètement dévastée, et puis une semaine plus tard, après l'injection, eh bien, la personne reprend son emploi et oui, parce que en fait, dans un cas, il y a un travailleur qui avait été euh, licencié à cause de son usage de l'héroïne. Et puis une semaine plus tard, après avoir commencé ce traitement, il a pu récupérer son travail. C'est-à-dire que si l'on passe cette première semaine, nous avons ensuite une rétention de 99%. Et je tiens à vous dire que ici, dans le pays de Galles, nous avons eu l'opportunité de donner ce traitement à tout le monde. Alors, maintenant, je vous passe cette diapo qui est assez chargée. Nous avons 12 patients qui ont reçu cela
pardon, 1200 patients qui ont reçu cela dans le Pays de Galles, mais nous avions commencé avec peu de patients. Et d'ailleurs, au bout du premier mois, il y avait le premier patient non suivi par les services publics qui a été suivi, qui en a administré le Buvidal. Ensuite, nous avons eu le premier patient dans mon service. Et voici ce qui s'est passé 4 mois plus tard. Vous le voyez, il y a eu 4 comités avec lesquels travailler, mais après, heureusement, la bureaucratie a freiné parce que la COVID est arrivée. Et en fait, le COVID était bien dans ce sens parce que les praticiens, on a dit, nous allons utiliser le Buvidal parce que nous ne voulons pas que les usagers s'adressent aux pharmacies. Alors, on a eu l'autorisation d'utiliser Buvidal avec tout le monde. Et nous avons commencé à le faire. Nous avons vu aussi la population carcérale. Nous avons introduit cela parmi les détenus. Et il y a 4 mois, nous avons eu le premier patient des soins primaires qui a commencé avec le Buvidal. Et puis, ça continue d'augmenter parce que tout le monde travaille ensemble sur ce point. Et qu'est-ce que je veux dire par là, le fait de travailler ensemble? Eh bien, nous avions eu une commission proactive avec des appels d'offres réussis dans le Pays de Galles. Et puis, ceci a généré une collaboration. Tout le monde a bien travaillé ensemble, toutes les parties prenantes, et on a tenté d'avancer. Et à cause du Covid, la bureaucratie s'est simplifiée et on nous a dit en fait accélérer ce type de traitement d'ailleurs. Et les services aussi ont été de plus en plus souples, c'est-à-dire que on a pu virer des procédures tellement méthodiques et correctes pour permettre de dire que ceci est une médication, un médicament sûr. Eh bien, tout ceci s'est assoupli et en quelques semaines, au lieu de mois ou années, nous avons réussi à accepter ce traitement. Et nous l'avons donc répandu. Voici les concentrations de doses fermes. Ici, nous avons donc la stabilité avec 16 mg de buprenorphine orale et on voit qu'avec la dose de 24 mg de Buvidal, eh bien, ça correspond à peu près aux 16 mg sous-lingual. Et on s'est dit, voilà, on peut changer d'une dose initiale vers les prochaines semaines parce que finalement, il faut agir vite avec tous ces patients qui sont aussi atteints par le COVID, par les effets de la pandémie. Et voilà, il y a eu cet enthousiasme pour le changement et nous sommes passés de ce 4,24, c'est-à-dire 4 mg de buprenorphine sous-lingual. 24 minutes plus tard, nous avons administré la dose hebdomadaire de Buvidal et une semaine plus tard, les patients ont reçu 96 mg de la dose mensuelle et nous avons pu ajuster les doses. Et c'était un plaisir de voir les patients recevoir ces doses-là. Et en fait, moi, je visitais les patients rapidement et je crois que maintenant, j'ai déjà administré 400 doses personnellement à tous ces patients parce qu'on voit qu'après cette première semaine, quand ils reçoivent ces 24 mg, oui, on leur administre, on leur met un petit pansement parce que c'est vrai que l'injection, elle produit des rougeurs. Eh bien, une semaine plus tard, ces personnes, elles sont complètement transformées. Il s'agit de nouvelles personnes. Elles sont heureuses. Et puis après, l'autre option, celle de passer de 96, ceci est pour les parties rurales du Pays de Galles, où on voit ces personnes une fois par mois. Alors, ils reçoivent 2 mg de buprenorphine sous-lingual et ensuite les 2 hebdomadaires et puis les 96 mensuels. Alors, en fait, 100% de mes infirmières voulaient continuer à administrer ce Buvidal. C'est fantastique. Et c'est une révolution. Et je dois le dire. Ma réceptionniste, elle aime cela.
elle est à temps, elle arrive contente au travail. C'est formidable. Et puis par rapport aux morts, au décès, eh bien maintenant nous avons des services où la moitié des patients reçoivent Buvidal, l'autre moitié méthadone. C'est aussi des groupes d'anciens détenus de la prison. Et nous avons évalué les 30 dernières morts, pardon, les 13 dernières morts par méthadone. Et on a conclu que toutes les morts étaient causées par la méthadone. C'est-à-dire que si vous recevez du Buvidal, vous aurez du mal à faire une overdose par Buvidal parce que c'est vraiment un bloqueur. Alors, une autre façon de considérer les choses, c'est que Buvidal constitue un pont vers la récupération. Vous avez la terre de la dépendance avec la buprenorphine habituelle. Nous avons toujours utilisé la buprenorphine pour la désintoxication et c'est fantastique. Et on a utilisé la fluoxétine et puis tout ceci marchait très très bien. Et les gens pouvaient confronter cette montagne de la désintoxication. Mais c'était aussi très facile de rechuter parce que les gens, bien sûr, avaient un plan A pour gérer la détresse, mais il n'y avait pas de plan B pour gérer ce qui venait par la suite. Et ce qui est très, très bien maintenant, c'est que nous avons la buprenorphine de longue action comme un pont vers la récupération. Les gens peuvent maintenir leur récupération et gérer toutes les questions qui se posent après. C'est-à-dire, c'est pas comme cette bouée de sauvetage à laquelle on s'agrippe, mais après on la ôte. C'est plutôt que on peut maintenir, il n'y a pas d'anxiété, on a le temps et l'espace pour pouvoir gérer ce qui vient après. Alors, voilà, je vous ai raconté tout cela. Il faut s'adapter, il faut réduire donc cette précipitation vers la pharmacie. C'est urgent de le faire et on voit d'ailleurs que c'est un médicament formidable. Et je vais me référer à ce que les patients nous disent. À chaque fois que j'administre une injection à un patient, eh bien, de Buvidal, ils me disent la même chose. Ils font les mêmes commentaires. Et d'ailleurs, 15 sur 20 patients sur Buvidal sont des cas de récupération remarquables. Et il y a peut-être 1 sur 20 qui vous ferait retourner tous les jours au travail. Ils nous disent que voilà, la méthadone, c'est juste de l'héroïne légalisée. L'addiction est toujours là dans votre vie. Alors que Buvidal vous permet de sortir de cet environnement de personnes, endroits et choses qui ne sont pas saines. On passe à un autre état d'esprit. On a moins d'anxiété. On ne peut pas utiliser en plus de l'héroïne. C'est-à-dire que même si on voulait se shooter à l'héroïne, on n'obtiendra pas les effets. C'est formidable. Alors, il y a des personnes qui ont 2 mg de Buvidal et ils disent j'aurais pu brûler l'argent que j'ai dépensé dans l'héroïne. C'est une libération. Avec Buvidal, c'est médical et puis ça enlève la partie addictive de tous les traitements. Et on oublie pendant combien de temps il va falloir prendre la codéine, le tramadol. Et voilà, tout ceci, c'est parce que nous avons ce mélange d'opioïdes licites et illicites, mais quel que soit l'opioïde que ces patients utilisent, avec le Buvidal, on termine cette addiction, cette dépendance. Ici, donc, nous avons 132 patients mais je crois que maintenant nous avons 25 000 patients et on voulait voir s'il y avait une différence entre les personnes qui commençaient avec la buprenorphine sous-linguale
par rapport aux personnes qui commençaient par la méthadone ou celles qui commençaient par l'héroïne. Eh bien, après Buvidal, elles se sont toutes très, très bien portées, de façon remarquable. Et si on voit ces données sur le taux de rétention, eh bien, nous avons la même courbe. Et c'était des patients qui commençaient par la buprenorphine, la méthadone, l'héroïne. Eh bien, en essence, une fois qu'on a surmonté ces deux premières doses, nous avons 95% de rétention et la plupart de ces patients n'ont plus de traces d'opioïdes dans leur urine un mois plus tard. C'est-à-dire que bon, il y en a qui peuvent continuer sur d'autres substances, mais de façon générale, ils ont tous arrêté. C'est formidable de voir cela dans le monde réel. C'est formidable de voir que ça marche, que ça marche. Et voilà, c'est très simple, une dose hebdomadaire, et puis après, on revient un mois plus tard, et il n'y a pas de problème. Maintenant, je révise les données pour m'assurer que je vous ai tout dit. Nous avons donc tous ces patients aujourd'hui, plus de 1000 patients. Nous avons des résultats remarquables par rapport à leur pathologie duelle. Nous avons 80%, mais en fait c'est plus, c'est 90% des patients qui se sont améliorés au bout de 2 à 6 mois. 90%, 95% ont maintenu ce traitement de buprenorphine de longue action. Donc c'est formidable l'effet après une semaine et ça passe à un mois et les patients maintiennent le traitement. Et puis maintenant c'est devenu la routine pour nous. D'autres points à citer avant de terminer. Qu'est-ce que nous avons par rapport à la désintoxication? Eh bien, c'est vrai que la désintoxication, plus elle est longue, mieux c'est. Ça, c'était l'idée. Et on voit la gravité du sevrage à l'héroïne au bout de 1 ou 2 jours. La méthadone, c'est un petit peu moins. Et puis la buprenorphine, encore moins. On peut être patient ambulatoire. Mais maintenant, si on voit cela sur un mois, eh bien, la buprenorphine va permettre d'avoir une désintoxication 6 à 7 semaines plus tard. Et puis, il y a des gens qui n'ont même pas de symptômes. On vous dit, voilà, on vous donne 4 jours de médicaments pour votre bien-être. Mais voilà, c'est tout. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, ceci a changé la donne. C'était vraiment, mes infirmières me disaient, est-ce qu'on peut administrer cela toujours? Parce que pour ces personnes qui ont été admises et qui ont quitté les services plusieurs fois de suite au cours des années, est-ce qu'on peut leur administrer ça? C'est vrai que ça marche. Ça les arrête absolument. Et cette stabilité, le fait de pouvoir aller de l'avant, eh bien, c'est ce dont tout le monde a besoin pour la récupération. Et puis après, il y a une dissociation significative dans ce groupe, en fait. Mais les psychologues cliniques aiment bien Buvidal parce qu'ils voient que leurs patients n'ont pas d'anxiété, ils sont centrés, ils ont envie d'aller de l'avant. Et en fait, la moitié n'ont besoin de plus rien après cela. Ils ont juste besoin d'une dose initiale. Donc voilà, la désintoxication, c'est le chien qui n'aboie pas et la douleur aussi. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien, la buprenorphine, c'est quelque chose d'unique. Voici des diapos de Steve Husbands, qui a fait un doctorat avec John Lewis, qui a inventé la buprenorphine lors des années 70. Ici, ils avaient besoin d'un composant comme la morphine et ils ont découvert la buprenorphine. Et le voici, encerclé. C'est cet agoniste partiel opioïde mu et antagoniste opioïde kappa. Et voilà, on peut obtenir cette bonne réponse avec des doses élevées. On obtient un plateau. Avec Buvidal ou Sublocade, est-ce qu'on voit l'antagonisme opioïde kappa? Eh bien, regardons ici.
c'est une façon d'obtenir cette activité pendant cette période prolongée, cette libération prolongée. C'est cet antagoniste opioïde kappa qui permet de prévenir la dysphorie et d'enlever l'anxiété. Donc voilà, en résumé, c'est bien toléré, ça change absolument la vie. Ce n'est pas plus cher en fait. Une fois qu'on a le prix des médicaments oraux, et puis ça change les services également, et ça permet de faire une meilleure désintoxication. Alors voici un mois après l'utilisation de Buvidal, il n'y a plus ce cercle vicieux pour essayer d'obtenir de la drogue ou d'user des opioïdes. Donc voilà, je pense que tout le monde devrait s'en servir parce que ça change la vie. Et voici les témoignages. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Nous avons 20 minutes pour la discussion. Merci beaucoup aux intervenants. Merci beaucoup de cette présentation sur la buprenorphine. C'est vraiment un traitement efficace pour la dépendance. Nous le savons tous. Mais comment optimiser l'efficacité et limiter le mésusage? Nous avons entendu ces innovations. Y a-t-il des questions par rapport aux présentations? Merci, Jean-Jacques Desglons. Je voulais témoigner de mon enthousiasme, enfin, je dirais, je me retrouve 40 ans en arrière lorsque nous avons été les premiers à utiliser la méthadone. Après des années d'échecs, de sevrage rapide, d'utilisation de n'importe quelle molécule, et brusquement, on tombe sur une molécule avec immédiatement des résultats assez fantastiques au début. Récupération rapide d'un travail, stabilisation de l'humeur et tout. Et je me retrouve dans cet enthousiasme des thérapeutes et des équipes 40 ans en arrière. C'est ce que je voulais dire. Et je pense qu'il y a pas mal d'avantages et d'avenir pour cette molécule. Et je comprends enfin l'envie de communiquer cet enthousiasme à tout le monde. Thank you for this comment. Merci pour ce commentaire. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires au fond de la salle? Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, donc moi, je connais très mal, mais je saisis pas en quoi c'est, parce que ça a l'air d'être manifestement une révolution, mais je ne saisis pas en quoi c'est une révolution et en quoi ça constitue un grand apport par rapport à la buprenorphine classique. Donc j'aimerais bien des explications sur le plan pharmacologique, pourquoi il y a un tel engouement et pourquoi les patients, puisque vous, dans la première présentation, vous vous intéressiez en effet au retour des patients, donc ça a l'air quand même très apprécié. Qu'est-ce qui est si apprécié par les patients et qu'est-ce qui fait que vous décrivez une telle révolution? Merci. Innovation or revolution? Alors, s'agit-il d'innovation, de révolution? Je vais tenter. Excusez-moi, monsieur, le micro. Oui. Alors, je peux tenter de vous donner des pistes de réflexion d'après notre perspective. Moi, j'ai l'idée que le fait de se sentir normal, c'est quelque chose de très important ici. Et en fait, de façon conceptuelle, nous avons un niveau normal, constant, qui évite ces pics au cours de la journée. Je pense que c'est cela, justement, qui a un effet tellement profond. Après, bien sûr, il y a d'autres questions un petit peu plus compliquées qui n'ont pas été adressées encore, mais si l'on donne de la buprenorphine sous-cutanée,
On a 100% de biodisponibilité et très peu de production de métabolites comme la norbuprénorphine et d'autres. Et c'est pour cela que l'on peut administrer des doses plus faibles avec le dépôt, que ce soit par sublocade ou par Buvidal ou par tout autre format en dépôt. C'est-à-dire que nous avons un profil chimique qui est beaucoup plus propre et ceci est important. Mais je pense que justement, ce changement profond, et je pense que le docteur Melikar vient de le dire, c'est cette stabilisation, c'est le fait de ne plus avoir à penser à se procurer de la drogue pour la prochaine dose. Et je pense que c'est là qu'il y a le véritable impact. Y a-t-il d'autres choses à ajouter? Oui, merci. Pardon, le micro, ça ne marche pas. Le micro. Oui, je pense que la buprénorphine a été disponible depuis un certain temps et nous avons fait beaucoup de recherches pour bien comprendre où réside la thérapie. Et maintenant, nous avons ces produits qui permettent de maintenir le patient en traitement au cours d'un mois, le premier mois. Et justement, ceci permet de contrôler les symptômes de la maladie, mais aussi ça donne l'opportunité avec les autres approches de traitement pour commencer à déconditionner, pour commencer à insérer des comportements d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui marchent très, très bien avec ces options de libération prolongée. Et est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à cela? Oui, allez-y, Adrienne. Une chose de plus à rajouter, c'est que si le patient reçoit de la buprénorphine sous-linguale, eh bien, il peut choisir d'en prendre ou de ne pas en prendre à tous les coups. Alors que l'autre buprénorphine, eh bien, elle est là. On ne peut plus la retirer. C'est un engagement différent par rapport au traitement. Est-ce que je peux rajouter quelque chose moi-même? Oui, je dirais que au début, nous avions tous pensé que c'était une évolution. Voilà, on s'était dit, voilà, de façon hebdomadaire ou mensuelle, c'est bien mieux. Mais après, c'est devenu une révolution pour des raisons qu'on ne comprend pas encore. Mais on voit ces patients qui s'en sortent et qui reprennent leur vie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a quelque chose que l'on voit et qui aide les patients. Et ma réceptionniste le voit, les infirmières aussi, la famille aussi. Il y a quelque chose d'extra pharmacologique. Je ne peux pas trop citer ce que c'est, mais c'est un changement tellement profond et rapide que c'est franchement merveilleux de le voir. Je peux vous garantir que ce soit Buvidal ou Sublocade, on donne cela à quelques patients et je vous assure que vous serez aussi enthousiaste que nous. Merci, merci beaucoup. Question suivante. J'utilise beaucoup la méthadone bien plus que la buprénorphine. Et évidemment, je vois l'intérêt de ce produit, surtout chez les patients qui ne sont pas stabilisés avec la méthadone pour des raisons diverses. Je pense par exemple à un patient qui souffre de troubles neurologiques et qui n'arrive plus à prendre ses comprimés journaliers et donc il se retrouve en manque parce qu'il a des problèmes de mémoire. Et d'autres cas de ce genre seraient très intéressants à passer à votre produit, mais évidemment, je ne vois pas l'intérêt quand les patients sont stabilisés. Alors, je ne sais pas si quelqu'un de l'ancienne ou la nouvelle GAL peut me dire la réponse. Do you have an answer for that? Y a-t-il une réponse pour cela, pour traitement de première ligne? Oui. Moi, je dirais que c'est maintenant un traitement de première ligne. Nous sommes passés dans certains de nos services. Et puis, non, attendez. En fait, c'est nos patients qui nous ont dit « Je veux Buvidal » parce que j'ai vu que mon ami il était usagé pendant 15 mois et il n'était jamais venu recevoir son traitement alors qu'il a pris une dose de Buvidal et tout a changé. Alors voilà, c'est
Les patients disent qu'ils veulent ça. Excusez-moi, micro. Comment passer les patients excusez-moi, le micro, s'il vous plaît. On n'entend pas la question sans micro. Eh bien, c'est facile. À la base, eh bien, on passe de la buprenorphine orale vers Buvidal. Et avec... enfin, c'est exactement la même chose. Il faut simplement leur donner le Buvidal comme nous le faisons dans nos cliniques. 4 mg de buprenorphine sous-linguale et 26 minutes plus tard, l'injection de Buvidal. Je sais qu'en Écosse, ils ont réduit un petit peu la dose de méthadone et ils ont transféré parce que, enfin, il y a un certain disconfort pendant 2 ou 3 jours. Mais nous avons réduit cela de 20-30 mg de méthadone et ensuite, quand on transfère depuis cette dose, et on transfère de façon similaire la buprenorphine orale, on peut passer par 2 ou 3 jours de malaise, mais une semaine plus tard, ils reviennent et ils nous disent, voilà, j'ai passé 5 jours à me sentir parfaitement bien, mieux que jamais, docteur. Alors, c'est ce que l'on entend dans nos cliniques, c'est vraiment facile. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je crois que c'est très clair d'un point de vue pharmacologique. D'un point de vue patient et au quotidien, on sait qu'il y a un certain nombre de patients qui ritualisent leur prise de traitements oraux et qui ont aussi toujours besoin de cette sensation de high, tout en étant très bien stabilisés sur un dosage au long terme. Comment vous gérez ça avec ce type de produit? Merci, c'est une très bonne question. Je pense que l'élément le plus important, c'est que le choix pour le patient continue et le patient doit être autonomisé pour faire ce choix. Il peut choisir enfin et ceci est très utile. Dans ma clinique, nous avons plus de 1000 patients et parmi les patients buprenorphine, eh bien la moitié reçoivent la buprenorphine dépôt et c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'on leur donne parce qu'on leur dit ce sera beaucoup plus facile pour vous. Mais il ne faut jamais forcer les patients à faire quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à faire. Oui, bonjour. Une question un peu dans la continuité de ce qui vient d'être posé. Donc déjà, je partage totalement l'enthousiasme que vous avez par rapport à la nouvelle forme et la prise en charge addictologique. Simplement, là, je revais un petit peu ma casquette de vigilante, puisque je travaille au centre d'addictovigilance de Paris. Et pour les usages, notamment, vous pouvez tout à fait avoir, c'est ce qu'on observe dans nos enquêtes, des associations avec d'autres substances. Alors, je sais bien que d'un point de vue de sevrage, si jamais la personne reprend des opiacés, il y a un effet plafond qui est bien déterminé et prouvé pour la buprenorphine. En revanche, par exemple, si on voit le trafic de rue qu'il y a, par exemple, en Île-de-France, on sait qu'il y a des associations avec effectivement l'alcool, les benzodiazépines, la prégabaline qui n'ont pas du tout les mêmes mécanismes sur les mêmes récepteurs. Et pour la prégabaline, même si ça n'a pas forcément été démontré pour la buprenorphine elle-même, mais on sait que les usagers l'utilisent notamment pour potentialiser l'effet des opiacés. Donc là, je rejoins le commentaire de mon confrère juste avant qui parlait de l'effet shoot. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement supposer qui pourrait être utilisé. Et donc, ce que je me demande, c'est comment, dans ce cas-là, on gère des overdoses. Si jamais c'est avéré, je ne sais pas si vous avez pu observer ce type de cas ou pas, parce qu'on n'a pas de contrôle sur les usages en dehors du traitement que vous allez donner, surtout avec une forme LP. Et sachant que la buprenorphine, en plus, ne répond pas de la même façon à l'analoxone qu'on peut avoir, que ce soit dans le kit intramusculaire ou intranasal. Donc, quelle est la conduite à tenir? Mais j'ai envie de vous dire, finalement, ça peut même être quelle est la conduite à tenir en cas d'une erreur d'administration, parce que là, j'ai bien compris que le Buvidal est administré par le corps médical, mais même nous, on n'est pas infaillible, on peut se tromper et donner pas la bonne dose. Et dans ce cas-là, quelle est la conduite à tenir?
Eh bien, il ne faut pas se faire trop de soucis parce que c'est vraiment tellement sûr. On ne peut pas arriver à des niveaux d'overdose. Et c'est justement, enfin, la question qui planait autour de la buprenorphine, la peur de l'overdose, la peur de donner aussi de la naltrexone. Qu'en est-il pour le soulagement de la douleur? Et maintenant, voilà, c'est le chien qui n'aboie plus. Il n'y a plus de problème lié à l'overdose ou à la douleur. Et comme Marc l'a dit auparavant aussi, il y a quelques décennies, la quantité de personnes qui avaient des overdoses par la buprenorphine, elle était moindre qu'au préalable avec la méthadone. Et ainsi de suite. Je peux simplement vous dire ce qui s'est passé. Les 13 dernières personnes qui ont décédé dans nos services, elles recevaient de la méthadone. Aujourd'hui, on ne voit plus ce type d'overdose avec le Sublocade ou le Buvidal. Il n'y a pas d'effet. Et si je puis ajouter, en termes d'autres usages de drogue, eh bien, par rapport à notre étude en Australie, nous n'avons pas vu d'augmentation d'usage de benzodiazépines ou d'autres stimulants ou de cannabis. Dans le groupe qui recevait la buprenorphine dépôt ou par rapport au groupe qui recevait la buprenorphine sous-linguale. Mais votre question est très pertinente. Justement, si vous recevez la buprenorphine en dépôt, eh bien, vous voyez votre patient une seule fois par mois. Alors, le patient pourrait prendre n'importe quelle autre substance entre-temps. Mais ce n'était vraiment pas notre expérience. Merci. Association Europe. J'avais une question qui était un peu peut-être philosophique, du fait que dans je pense que l'enthousiasme, ce qu'on a dit, la partie non pharmacologie de la chose est très importante parce que je pense qu'il faut prescrire de nouveaux médicaments aux patients. Les équipes doivent être très enthousiastes. Mais après, ça joue sur la décision du patient. Et les patients, ils décident de façon diverse, donc même mélangeant avec d'autres drogues, par exemple, ou en voulant prendre même la même drogue qu'ils consommaient avant, l'héroïne, ou dans les cas que nous connaissons à Paris, l'esquénan. Et donc là, quand même avec un traitement de buprenorphine sublingual, il peut arrêter ce traitement et prendre l'héroïne, l'esquénan. Et avec un traitement de libération prolongée comme celle que vous proposez, ça devient un peu plus compliqué. Donc, je me dis, est-ce que ce ne sera pas un traitement aversif comme ceux qu'on connaît pour l'alcool, ça joue aussi sur la liberté du patient. Alors, c'est lui qui décide à chaque mois quand il va être injecté, mais dans cette décision, qu'est-ce qui joue? Est-ce qu'il y a peut-être... parce qu'on sait quand même que la rétention dans le traitement avec la méthadone, c'est beaucoup plus fréquente et elle est meilleure qu'avec la buprenorphine. Mais quand vous... à chaque mois quand ils viennent et ils demandent avoir à nouveau ce traitement. Donc là, il y a une décision. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'il y a un type de personnalité particulier qui veut ne pas jouir de drogue? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est une question un peu philosophique. Merci. Patient profiles. Excusez-moi, micro, s'il vous plaît. Une réponse courte, si vous avez une réponse courte. Réponse très courte. Les patients sont eux qui décident de revenir tous les mois. Pour la méthadone, ils nous disent non, on ne revient pas parce qu'on a vécu le sevrage.
Ensuite, par rapport aux professionnels cliniques, franchement, sachez que c'est très, très difficile de... Ils sont très réticents et ils ne s'enthousiasment pas facilement. Et là, par contre, eh bien, ça leur a pris 6 mois pour avoir cet enthousiasme, mais c'est après avoir vu le résultat auprès des patients. Et ils ont vu que les patients ne vivent plus le sevrage. Et voilà, je l'ai vu avec mes propres yeux. Et je m'arrête là. OK, on s'arrête là. Nous devons nous arrêter. Et je pense que c'était une session vraiment très intéressante. Et j'ai vu des séances où il y a eu du scepticisme, mais ici, vraiment, nous avons tous montré de l'enthousiasme. Il y a de nouvelles façons, de nouveaux chemins à parcourir. Espérons que les prochaines années, dans les nouvelles éditions d'ATHS, eh bien, espérons pouvoir maintenir ce niveau d'enthousiasme. Moi, je le suis en tout cas et j'espère que vous le serez aussi. Et j'espère que ces médicaments seront disponibles dans nos marchés en Europe de façon rapide. Et j'espère que d'ici 2 ans, nous aurons davantage de résultats, davantage d'expériences à partager. Merci beaucoup d'être venus.